Quelques minutes et nous commencerons. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom La microfinance au service des pays émergents. Ce séminaire se tournera autour de la compréhension de ce que c'est la microfinance, l'analyse de son rôle dans les pays émergents, comment étudier son impact spécifique dans le cas des Comores et enfin, nous verrons également les limites et les perspectives d'amélioration. Tout cela avec Dr Asma Graja, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Asma. Dr Asma, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Salam alaikum. Bonsoir à tous. Merci, cher Malek, pour cette présentation. Je suis ravie aujourd'hui d'être parmi vous pour vous présenter, comme l'a mentionné euh, Madame Malek, ce séminaire intitulé La microfinance au service des pays émergents, et je vais étudier le cas des îles Comores. Alors, permettez-moi, avant tout, d'entamer ce séminaire, par vous présenter une statistique révélatrice. Aux îles Comores, je ne sais pas si vous le connaissez ou non, mais près de 54% de la population adulte reste exclue du système financier formel. Et lorsque je dis système financier formel, c'est-à-dire les banques, les institutions financières classiques ou bien conventionnelles, malgré bien sûr une amélioration ces dernières années. Cela signifie que plus d'un individu sur deux n'a pas accès à un compte bancaire, ou bien à un crédit formel, ou bien à des services d'épargne sécurisés. Cette réalité constitue un frein majeur au développement économique et social parce que on sait tous qu'il faut avoir du financement, il faut avoir des ressources financières pour, bien sûr, développer l'économie et développer, bien sûr, les conditions sociales. Donc, devant cette réalité, j'ai eu l'idée de vous parler de la microfinance parce qu'il s'agit d'un thème ou bien d'un secteur particulier de la finance qui est vraiment utile et intéressant de le connaître, surtout pour le cas des pays émergents. Donc, la microfinance apparaît comme une solution alternative capable de réduire cette exclusion. Donc, généralement, au niveau des pays émergents, on parle de l'exclusion financière, c'est-à-dire il y a plusieurs agents, il y a plusieurs individus, il y a plusieurs petites et moyennes entreprises, micro-entreprises qui se voient exclus du secteur financier classique, ou bien on dit aussi que le système financier formel. À cause de quoi? À cause du manque de garanties. Elle ne peut pas apporter des garanties suffisantes demandé par le système financier formel. Donc là, on va penser et on doit parler d'un nouveau secteur qui voit le jour aujourd'hui, qui est la microfinance.
Donc, comme l'a mentionné Madame Alak, donc l'objectif de cette présentation, c'est de comprendre c'est quoi la microfinance. Je vais vous donner aussi le rôle de la microfinance dans les pays émergents et bien sûr avoir ou bien mettre l'accent sur son impact spécifique dans le cas des îles Comores. Et bien sûr, nous allons voir les limites et les perspectives d'amélioration pour le développement de la microfinance de même pour le cas des îles Comores. Donc, pour commencer, il faut définir ce concept-là. Donc, la microfinance désigne l'ensemble des services financiers. C'est un secteur financier, c'est un axe financier. Donc, il s'agit de l'ensemble des services financiers, c'est-à-dire crédit ou bien épargne ou bien assurance, etc. La spécificité, c'est qu'il est destiné aux populations ayant un revenu faible et qui a été exclu du système bancaire classique. L'innovation majeure, ou bien l'idée majeure derrière la microfinance, c'est de remplacer les garanties financières par ce qu'on appelle la confiance sociale. Parce que lorsque je dis la population ayant un faible revenu, c'est-à-dire qu'elle n'a pas les garanties financières nécessaires pour demander un crédit, ou bien pour lancer un projet, ou bien pour réaliser bien sûr les opérations financières telles que exigées par le système bancaire classique. La microfinance est basée sur trois principes: l'accessibilité, l'adaptabilité et la durabilité. Essayons de voir donc la définition ou bien le sens de ces trois principes. Donc, quels sont les principes de la microfinance? Le premier principe fondamental, c'est l'accessibilité. Donc, comme son nom l'indique, les services de la microfinance ou bien les produits de la microfinance doivent être accessibles pour la majorité des gens. D'accord? Donc, dans les pays émergents, une grande partie de la population elle est exclue du système bancaire traditionnel. À cause de quoi? À cause de l'absence de garantie réelle. On n'a pas la possibilité, comme ménage qui n'a pas un salaire très important, ou bien comme un entrepreneur qui n'a pas encore les garanties financières nécessaires pour demander un grand crédit. D'accord? Donc, absence de garantie réelle, ou bien des revenus irréguliers. Comme vous le savez, par exemple, pour les agriculteurs, ils n'ont pas un revenu régulier. Donc, si on a une bonne saison, si tout marche bien, si on a bien, la pluie tombe bien, donc on va avoir des revenus importants. Mais s'il va y avoir des problèmes au niveau de la récolte, on ne va pas avoir les revenus tels que recommandés ou bien tels que voulus. Aussi, l'éloignement géographique des agences bancaires. Alors, les agences bancaires classiques, donc, ils étudient leur emplacement de telle sorte qu'ils vont être près de la population qui, bien sûr, va ouvrir ou bien tente d'ouvrir des comptes au niveau de ces agences-là. Pour les gens qui sont éloignés, pour les gens qui ne sont pas dans les zones bien sûr, près de ces agences-là, ils ne peuvent pas accéder à ces agences-là, ils ne peuvent pas accéder aux services de ces agences bancaires. Aussi, un coût élevé pour les services financiers. Donc, pour toutes ces raisons-là, la microfinance vise précisément à lever ces contraintes en proposant des procédures administratives simplifiées, des conditions d'accès allégées et une proximité avec les bénéficiaires. Donc, on va trouver des bureaux qui vont s'ouvrir dans les villages, qui sont près des agriculteurs, qui sont près des petits commerçants, qui sont près des ménages, d'accord, à travers souvent des réseaux locaux. Donc, un mécanisme central est celui du crédit solidaire, où les emprunteurs sont organisés en groupe. Ce système remplace les garanties matérielles par une pression sociale positive. Donc, c'est comme si une mutuelle, d'accord? Ce qui explique des taux de remboursement souvent supérieurs à 90%. Dans des contextes comme les îles Comores, où les zones rurales sont difficiles d'accès, cette logique de proximité elle est essentielle. Donc, vraiment, les îles Comores représentent un bon exemple de développement de la microfinance. Le deuxième principe, c'est le principe de l'adaptabilité, c'est-à-dire concevoir des produits financiers sur mesure.
ce qui n'est pas possible ou bien avec le système bancaire classique ou bien le système financier classique. Donc, contrairement aux banques classiques, la microfinance propose des produits conçus en fonction des réalités économiques des bénéficiaires, conçus en fonction des besoins des bénéficiaires, des demandeurs de crédit, des demandeurs d'assurance. Donc, ainsi, on va trouver des montants de crédit faibles et qui progressent, c'est-à-dire lorsque mon projet s'améliore, lorsque je peux demander plus de crédit, donc je peux demander un montant plus important. Mais au début, je vais demander un petit montant de crédit pour commencer mon projet. Aussi, des calendriers de remboursement flexibles. Donc, si mes revenus me permettent de rembourser le crédit, c'est bon, je vais le rembourser. Mais si j'ai des revenus qui sont faibles, les institutions de la microfinance me permettent d'élargir les remboursements ou bien de retarder les remboursements, ainsi de suite. Et une adaptation au cycle économique, c'est-à-dire tels que les cycles des agriculteurs ou bien les commerces informels. Donc, par exemple, un agriculteur peut rembourser après la récolte. Un commerçant peut effectuer des remboursements hebdomadaires, d'accord? Ces facilités-là ne sont pas possibles dans le système bancaire ou bien système financier classique. Ainsi, l'adaptabilité concerne également la simplicité des produits. Donc, on va trouver des contrats plus compréhensibles, des procédures rapides, des accompagnants des bénéficiaires, donc des gens qui vont aider les bénéficiaires à comprendre davantage, à leur expliquer à bien utiliser ces bénéfices-là ou bien ces ressources-là. Donc, dans certains cas, les institutions aussi offrent un encadrement non financier, c'est-à-dire des guides ou bien des gens qui offrent des formations qui incluent parfois des formations en gestion, donc des conseils en développement d'activités. Ainsi, la microfinance ne fournit pas seulement des ressources financières, mais aussi des capacités entrepreneuriales. Le troisième principe et le dernier principe, c'est la durabilité. Donc, la microfinance, bien les institutions, bien le système de la microfinance essaie de concilier entre la mission sociale et la viabilité économique. Donc, là, je parle de l'institution ou bien du bureau qui va financer les activités. Donc, il a deux missions, une mission sociale et une mission de rentabilité. Lui aussi, il doit aussi savoir comment être rentable. Donc, ce principe représente un enjeu stratégique majeur pour les institutions de la microfinance parce qu'elle doit atteindre un équilibre entre la mission sociale, c'est-à-dire la réduction de la pauvreté de la communauté et sa viabilité à elle, sa viabilité financière et son autonomie économique. Cela implique la couverture de coûts opérationnels, la gestion de risques de crédit et la pérennité des services. Donc, contrairement à une logique d'assistance, la microfinance repose sur un modèle économique autonome. C'est pourquoi le taux d'intérêt, ou bien les taux d'intérêt peuvent parfois être plus élevés que dans le système bancaire classique. Pourquoi, pourquoi cette hausse des taux d'intérêt pour les institutions de microfinance? C'est pour couvrir les coûts administratifs, et c'est pour couvrir aussi les risques qui sont plus élevés pour ces institutions-là, et pour aussi couvrir la dispersion géographique des clients. Cependant, cet aspect soulève un débat important. Donc, comment peut-on vraiment atteindre une rentabilité sans compromettre notre objectif social en tant qu'institution de microfinance? Donc, cette tension entre performance financière et impact social est au cœur des recherches actuelles en finance inclusive. Donc, après avoir parlé des principaux principes de la microfinance, essayons de voir maintenant les principaux services qu'offre la microfinance. Donc, on peut trouver pas mal de services tels que les microcrédits, l'épargne, les transferts d'argent, la microassurance, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, par exemple, pour le microcrédit qui représente un levier d'investissement productif. Donc là, il faut toujours mettre dans la tête que les institutions de microfinance, comme je l'ai déjà dit au début,
là, l'objectif, ce n'est pas la consommation. Vous voyez ici, l'objectif, ce n'est pas la consommation, mais c'est la création de la valeur économique. Parce que l'objectif des institutions, ou bien du système, ou bien du principe de la microfinance, c'est d'avoir une population qui est autonome, qui utilise l'argent afin de savoir vivre à l'aise, savoir bien vivre. Donc, et lorsqu'on on crée de la valeur, nous sommes capables de mener nos propres projets, on est autonome, on crée de la valeur, donc on crée de la richesse, donc on va développer un climat social développé, on peut éduquer nos enfants, on peut vivre à l'aise, on peut voyager, donc développement du tourisme, on peut mener de nouveaux projets, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ainsi, c'est ce que je veux dire par la microfinance représente un levier d'investissement productif. Donc l'objectif, c'est la productivité, c'est la création de valeur, c'est l'amélioration et c'est l'accroissement de la richesse. Donc, il s'agit de petits prêts accordés pour financer des activités génératrices de revenus, telles que le commerce, l'agriculture, l'artisanat, ou bien des investissements productifs. Donc, comme je l'ai déjà dit, l'objectif, ce n'est pas la consommation. On ne donne pas de l'argent pour consommer, pour vivre uniquement, mais pour aider les gens à créer de la valeur et à être autonomes. Par exemple, achat d'équipements, constitution de stock, lancement d'une activité indépendante. Donc, le microcrédit permet de promouvoir l'entrepreneuriat et de réduire le chômage informel. Le deuxième service, c'est l'épargne. Donc, sécurisation et accumulation du capital. L'épargne est souvent sous-estimée, mais elle est fondamentale. Elle permet aux bénéficiaires de sécuriser leurs ressources, de faire face aux imprévus, d'accumuler le capital. Dans les contextes informels, l'épargne est souvent conservée sous forme non sécurisée, liquide à domicile ou bien des comptes bloqués en banque, ce qui leur expose à des risques élevés. Donc, les institutions de microfinance, qu'est-ce qu'elles offrent? Elles offrent des comptes d'épargne accessibles. Elles offrent des comptes parfois sans solde minimum et avec une grande flexibilité de dépôt et de retrait. Donc, l'épargne contribue ainsi à renforcer la résilience financière des ménages. Donc, on va attirer les ménages à ouvrir des comptes d'épargne. Pour le transfert d'argent, qui est le troisième principe dont je vais vous parler, ces services-là permettent d'envoyer et de recevoir des fonds rapidement, de soutenir les familles à distance, surtout pour les gens les membres de la famille qui sont dans des pays différents de leur pays natal. Sécuriser les transactions. Donc, dans les pays insulaires comme les Comores, où les transferts de fonds des migrants représentent une part importante du PIB, ces services vont jouer un rôle important économiquement. La microassurance, donc ici on parle de la gestion des risques, il représente un outil clé pour gérer les risques. Il peut couvrir la maladie, les décès, les pertes agricoles, les catastrophes naturelles. Son objectif, c'est de protéger les populations vulnérables contre les chocs économiques. En effet, sans assurance, un événement imprévu peut annuler les gains obtenus grâce au microcrédit et replonger les ménages dans la pauvreté. Ainsi, la microassurance complète l'offre de la microfinance en renforçant la stabilité économique des bénéficiaires. Alors, j'ai essayé de vous montrer tout simplement un petit graphique qui vous montre l'allure de l'augmentation de la croissance, donc du nombre estimé de clients qui participent aux institutions de microfinance depuis 2000 jusqu'à 2025. Vous voyez donc l'essor et la croissance très importante pour ce type de produits financiers alternatifs au système financier classique. Ça, c'est dans le monde, hein, et non pas aux îles Comores. Donc, la microfinance repose sur une architecture cohérente, des principes solides et une gamme de services complémentaires. Cette combinaison permet non seulement d'élargir l'accès aux services financiers, mais aussi de renforcer les capacités économiques des populations. Donc, cela nous amène à examiner son impact réel dans le cas particulier des pays émergents. Donc, dans les pays émergents, la microfinance joue un rôle déterminant sur le plan économique
parce qu'elle permet d'augmenter les revenus des ménages, parce qu'elle permet de financer les activités génératrices de revenus, de stimuler l'entrepreneuriat. Ce troisième objectif, il est très important. Et aujourd'hui, on parle et on essaie de sensibiliser, d'encourager les jeunes à ouvrir leurs propres projets. Par exemple, au Bangladesh et en Inde, plusieurs études montrent qu'entre 30% et 60% des bénéficiaires des services de la microfinance ont amélioré leur niveau de vie. Les micro-entreprises financées génèrent des emplois locaux aussi. Donc, on va créer un projet qui va lui aussi donc, absorber pas mal de chômage. Au niveau macroéconomique, la microfinance contribue à l'inclusion financière. L'inclusion financière signifie l'intégration de la population qui est marginalisée par le système bancaire classique dans un système financier. Aussi, la réduction des inégalités, la formalisation progressive de l'économie. On va apporter aussi, on va intégrer aussi les gens qui œuvrent dans l'économie informelle. Donc, on va les formaliser. Cependant, il est important de nuancer que certaines études montrent un impact limité sur la pauvreté structurelle et des cas de surendettement qui ont été observés pour aussi des gens qui ont bénéficié des crédits, par exemple, de la microfinance. Dans les pays émergents, la microfinance ne se limite pas à un simple outil d'accès au crédit. Elle constitue un instrument de transformation économique qui agit directement sur les mécanismes de création de revenus des entreprises, les projets, l'entrepreneuriat, l'investissement et l'entrepreneuriat. Son impact peut être analysé à travers trois dimensions: l'augmentation des revenus des ménages, le financement des activités productives et la stimulation de l'esprit entrepreneurial. Donc, trois dimensions très importantes pour stimuler l'économie et pour développer l'économie. Au niveau de l'augmentation des revenus des ménages, donc dans les économies qui sont caractérisées par un chômage élevé, par une prédominance du secteur informel, par une faible protection sociale, les ménages disposent de ressources financières limitées et instables. Donc, en accédant au microcrédit, on peut lisser la consommation de l'OTAN, c'est-à-dire améliorer la consommation, faire face au choc économique. La maladie, par exemple, elle va consommer beaucoup d'argent. Donc, on ne va pas trouver des moments où on a des dépenses importantes et des moments où on a des revenus importants aussi. Et surtout, générer de nouvelles ressources de revenus. Donc, le microcrédit agit comme un levier d'investissement initial. Donc, on a cet enchaînement-là: injection de capital, amélioration de l'activité économique, génération de revenus, par la suite accumulation de capital et accumulation de richesses. On observe ainsi un effet multiplicateur à petite échelle: augmentation des revenus de 20% à 40% dans certains contextes, amélioration du niveau de vie, logement, alimentation, éducation, santé, etc. Cependant, cet effet reste fortement dépendant de la capacité du bénéficiaire à investir efficacement. Donc, on doit former. C'est pour cela que, et on va le voir ce point-là. Et aussi, cette amélioration dépend de l'environnement économique et social. Le financement des activités génératrices de revenus. Donc, la microfinance joue un rôle crucial dans le financement des activités génératrices de revenus. Donc, en fait, dans les pays émergents, pourquoi on ne peut pas accéder facilement au crédit bancaire? Parce qu'il est limité à cause de l'absence de garantie, de faible bancarisation, de coûts élevés de transactions. Donc, la microfinance vient combler ce vide-là. Elle permet le lancement de micro-entreprises, l'achat d'équipements, le financement de stocks ou de matières premières. Donc, comme les petits commerces, comme les épiceries, les marchés locaux, pour les agriculteurs aussi, l'achat de semences, d'outils pour les artisans, donc, la couture ou bien la transformation alimentaire. Donc, vous voyez bien, ces activités-là, elles sont des activités simples qui nécessitent un capital qui n'est pas assez important, mais qui va avoir des conséquences importantes pour les ménages. Donc, ces activités-là vont avoir des effets économiques tels que la diversification des sources de revenus, l'augmentation de la productivité, l'intégration progressive dans les circuits économiques formels. Ça, c'est un point important aussi bien pour les ménages que pour l'État.
Donc, la microfinance permet ainsi de transformer des activités de subsistance, c'est-à-dire de vie, à dire, en activités économiques viables qui contribuent à la dynamique locale de développement. Pour troisième point, la stimulation de l'entrepreneuriat. Dans les pays émergents aussi, un grand nombre d'individus possèdent des compétences informelles, des idées d'activités, mais pas les ressources financières nécessaires pour les concrétiser. Donc, ainsi, la microfinance agit comme un catalyseur entrepreneurial. Elle permet de réduire les contraintes financières à l'entrée, aussi de favoriser l'auto-emploi et de développer une culture entrepreneuriale. Donc, on va avoir comme conséquence une augmentation du nombre de micro-entreprises, création d'emplois locaux. Donc, on ne va plus voir ces flux de migration des villages vers les grandes villes. Donc, on va conserver notre population dans nos villages, dans nos zones qui sont les plus démunies, d'accord? Mais on va les développer, on va les favoriser, on va les apprendre comment être autonome, comment créer de la valeur, et tout en restant dans nos villages et dans nos terres. Au-delà de l'aspect financier, la microfinance renforce la confiance en soi, la prise d'initiative et la capacité de gestion. Cela rejoint l'approche des capacités selon laquelle le développement ici économique, social, tout ce que vous voulez, consiste à élargir les opportunités réelles des individus. Il faut donner la chance à tout le monde pour qu'il se développe, pour être autonome, pour prendre une initiative, pour gérer son propre emploi, pour créer son propre revenu. En résumé, donc, la microfinance agit comme un mécanisme de développement à plusieurs niveaux, microéconomique, régional, macroéconomique. Toutefois, ces objectifs, bien sûr, vont dépendre de la qualité de l'accompagnement, de l'environnement institutionnel et du niveau de l'éducation financière. Donc, dans quelle mesure ces effets se vérifient-ils dans le cas spécifique des Comores? Donc, on va voir le cas particulier des îles Comores. Donc, je vais vous donner, bien sûr, une lecture, bien sûr, superficielle des îles Comores. Donc, les Comores constituent un cas typique d'économie insulaire qui est fragile, qui est caractérisé par une forte dépendance au secteur primaire, un tissu économique qui est peu diversifié et une faible profondeur du système financier. Dans ce contexte, la microfinance n'est pas un simple complément au système bancaire. Elle constitue un pilier central. Donc, par exemple, je vais vous donner quelques chiffres. Aux Comores, une forte dépendance pour les transferts de la diaspora, qui représente environ 23% du PIB, c'est-à-dire les gens qui travaillent à l'extérieur des îles Comores. D'accord? On a un accès limité aux services financiers formels. Seulement 25% de la population possède un compte bancaire. Donc, ces situations favorisent le recours aux circuits informels et aussi, et il s'agit d'une bonne alternative, les institutions de microfinance. Donc, pour la structure du secteur de la microfinance, donc, je vous garantis que les institutions de microfinance existent aux îles Comores. Tout simplement, il faut les encourager, il faut les accompagner, il faut former les gens, il faut penser à mener une forte éducation financière. Donc, le secteur de la microfinance aux îles Comores est relativement bien structuré et dominé par des institutions mutualistes. Les principaux acteurs sont les réseaux de mutuelles d'épargne et de crédit, les réseaux Sandouk, notamment dans les zones rurales. Ces institutions reposent sur un modèle coopératif où il y a une propriété collective des membres, où il y a une gouvernance participative et où il y a une proximité avec les populations locales. Donc, les institutions de microfinance représentent presque 63% des points de services financiers. Elles comptent plus de 162 000 dépendants, contre 63 000 pour les banques. Le nombre des comptes dans les institutions de microfinance dépasse les 170 000 comptes. Cela montre que la microfinance est le principal vecteur d'inclusion financière dans les îles Comores. Donc,
quel rôle économique peut jouer la microfinance? Donc, elle peut jouer un rôle central dans le financement de l'économie comorienne, contrairement aux banques qui financent principalement les grandes entreprises ou bien les clients les plus solvables. Les institutions de microfinance peuvent financer les ménages à faible revenu, les micro-entrepreneurs et les activités informelles. Donc, on a plus de 20 600 entrepreneurs qui bénéficient des crédits via les institutions de microfinance, contre seulement 6 600 via les banques. Le volume des crédits de la microfinance atteint environ 30,5 milliards de francs comoriens. Cela représente près de 44% du crédit total accordé dans l'économie. Donc, ces chiffres montrent que la microfinance constitue un levier majeur de financement de l'économie réelle, notamment pour les petits acteurs économiques. Évolution et dynamique du secteur, dont le secteur de la microfinance a connu une croissance notable au cours des dernières années. Le nombre de points de service a passé de 73 à 124 entre 2008 et 2017. Le nombre de distributeurs automatiques est passé de 4 à 24 aussi entre 2008 et 2017. Donc, cela reflète une expansion du secteur et une demande croissante pour les services financiers offerts par les institutions financières de la microfinance. Les caractéristiques spécifiques du modèle comorien. Donc, le modèle comorien présente plusieurs spécificités importantes, telles que la dominance du modèle mutualiste. Donc, les institutions fonctionnent comme des coopératives, ce qui favorise la confiance, la proximité et l'inclusion sociale. Il est orienté vers le court terme. Les crédits sont généralement de courte durée et sont destinés à des activités à faible capital. Et aussi à forte présence dans les zones rurales. Donc, les institutions de microfinance couvrent des zones où les banques sont totalement absentes. Les limites et la fragilité du système. Donc, malgré ces avancées, le secteur présente plusieurs faiblesses. Faible inclusion bancaire formelle, des taux d'intérêt relativement élevés, un manque d'infrastructures financières, c'est-à-dire une absence de marché financier développé, difficulté d'accès au refinancement, et une dépendance aux activités informelles, donc de faible diversification économique et une forte vulnérabilité aux chocs externes. En résumé, la microfinance aux Comores se caractérise par un rôle dominant dans l'inclusion financière, une forte implantation territoriale, une contribution significative au financement de l'économie, mais des limites structurelles importantes existent et un besoin de modernisation et de régulation. Donc, la microfinance est à la fois une solution essentielle, toutefois, elle est encore incomplète. Donc, cela nous amène à analyser concrètement quels sont les impacts réels de la microfinance sur les populations comoriennes. Après avoir examiné la structure du secteur, la question centrale qui se pose, est-ce que vraiment la microfinance arrive-t-elle à améliorer les conditions de vie des populations comoriennes ou bien non? Donc, pour répondre à cette question, on va analyser l'impact de la microfinance à plusieurs niveaux, économique, social et comportemental. Les impacts économiques, amélioration des revenus et de l'activité. Donc, vraiment, on voit bien une amélioration de ces revenus-là et une amélioration de l'activité des entreprises ou bien des micro-entreprises qui ont bénéficié du financement des institutions de microfinance. En effet, l'accès aux microfinances permet aux bénéficiaires de financer des activités génératrices de revenus, d'augmenter leur productivité, de diversifier leurs sources de revenus. Toutefois, l'augmentation des revenus estimée est entre 15% à 40%, la stabilisation des revenus, des flux de revenus dans le temps et une réduction de la vulnérabilité économique. Par exemple, un micro-entrepreneur dans le commerce peut acheter des stocks en plus grande quantité, donc en ayant les financements nécessaires, donc il va bénéficier des économies d'échelle et par la suite, il peut augmenter ses marges. Aussi, la microfinance agit comme un capital de démarrage qui permet de sortir d'une logique de subsistance vers une logique de production. Parce qu'un agriculteur qui n'a pas les moyens nécessaires
qui n'a que les moyens pour vivre, survivre, d'accord? Il ne peut pas réfléchir à mener son propre projet. Mais lorsqu'il possède l'alternative, lorsqu'il trouve une alternative pour créer un petit projet, un petit capital de démarrage, donc il va passer d'un simple agriculteur ayant un objectif unique de survie à un agriculteur, homme d'affaires, entrepreneur, meneur de projet, qui crée des revenus, qui crée de la richesse. Pour les impacts sur l'emploi et l'entrepreneuriat, donc la microfinance stimule également la création d'activités économiques. Elle favorise l'auto-emploi, elle encourage les micro-initiatives et elle soutient les activités familiales. C'est ainsi qu'elle va stimuler la création d'emplois indirects, qui sont souvent familiaux, le développement de micro-entreprises locales et ainsi un renforcement du tissu économique informel. Ces activités restent généralement de petite taille, à faible valeur ajoutée et peu évolutives. C'est ça la limite. Pour les impacts sociaux, donc on va se trouver inclus dans le système économique, dans le système financier, et on se voit autonome, donc l'inclusion et l'autonomisation. Donc au-delà de l'économie, la microfinance produit des effets sociaux significatifs. Le premier effet social, c'est l'inclusion financière. Le deuxième effet social, c'est l'autonomisation des femmes surtout. Donc, pour l'inclusion financière, elle permet à des populations exclues d'accéder à des services financiers, de sécuriser leur épargne et l'entrée dans un circuit économique formel. Pour l'autonomisation des femmes, une part importante des bénéficiaires sont des femmes. La microfinance contribue à renforcer leur indépendance économique, à améliorer leur rôle dans la prise de décision et à favoriser leur participation dans des activités économiques. Amélioration du bien-être aussi, donc les revenus supplémentaires sont souvent utilisés pour l'éducation des enfants, pour les dépenses de santé, pour l'amélioration du logement. Donc, notre vie va s'améliorer lorsqu'on aura des revenus supplémentaires. Pour les impacts comportementaux et financiers, donc la microfinance modifie également les comportements économiques des individus. Par exemple, la discipline financière. Donc, on va apprendre à respecter les échéances de remboursement. On va apprendre aussi à mieux gérer nos budgets. On va développer de l'épargne par l'accumulation progressive de capital, une meilleure capacité à faire face aux imprévus, tels que les maladies ou bien les accidents. On va apprendre aussi à renforcer notre capital social à travers la solidarité au sein des groupes, la confiance entre les membres d'un groupe. Donc, la microfinance transforme les bénéficiaires en acteurs économiques plus responsables et autonomes. Pour les limites et les effets négatifs, donc malgré ces impacts positifs, il est essentiel d'adopter une vision nuancée. En effet, on remarque un surendettement dans certains cas. Donc, certains bénéficiaires contractent plusieurs crédits en même temps. Donc, il va y avoir une accumulation des dettes, par la suite, une impossibilité de, bien sûr, rembourser les dettes et donc difficulté de remboursement. On remarque aussi un faible impact sur la pauvreté structurelle. Donc, tout simplement, il va y avoir une amélioration à court terme qui ne va pas durer. Donc, peu de transformation durable. Ou bien, on va se lancer des activités qui sont peu productives. Donc, concentration dans le commerce informel ou bien une faible innovation. Aussi, l'autre limite, ce sont les taux d'intérêt élevés qui, par conséquence, vont avoir un impact sur les marges des bénéficiaires. Donc, la microfinance réduit la pauvreté de manière relative, mais elle ne suffit pas à elle seule à transformer l'économie. En définitive, donc, la microfinance joue un rôle réel et mesurable dans l'amélioration des conditions de vie des populations comoriennes. Cependant, son impact reste partiel, conditionnel et dépendant de l'environnement économique et institutionnel. Elle doit donc être intégrée dans une stratégie plus large qui inclut l'éducation, les infrastructures et les politiques publiques de développement. Donc, la microfinance fonctionne, mais son efficacité reste limitée et inégale. L'enjeu n'est donc plus seulement d'élargir l'accès aux services financiers, mais d'améliorer la qualité, l'impact et la durabilité.
Pour cela, plusieurs axes stratégiques peuvent être identifiés, tels que la technologie, l'éducation, les institutions et l'économie. Donc, le premier point, c'est la digitalisation de la microfinance. Donc, le premier levier d'amélioration, c'est la transformation digitale, tel que le développement du mobile banking, la digitalisation des opérations de crédit, de remboursement et d'épargne, utiliser par exemple des plateformes numériques pour réduire les coûts. Donc, on s'attend à une réduction des coûts de transaction, à une amélioration de l'accessibilité en zone rurale et une meilleure traçabilité des opérations. Donc, on peut dire que la digitalisation permet de passer d'un modèle coûteux et localisé à un modèle évolutif et inclusif. Deuxième point, c'est le renforcement de l'éducation financière pour les bénéficiaires. Donc, l'un des principaux freins à l'efficacité de la microfinance, c'est le faible niveau d'éducation financière des bénéficiaires. Donc, plusieurs bénéficiaires ne maîtrisent pas les concepts de base, tels que les taux d'intérêt, le remboursement. Ils utilisent les crédits à des fins non productives, gèrent mal leurs ressources. Donc, la solution, c'est de programmer des programmes de formation en gestion financière, d'accompagner ces micro-entrepreneurs, d'intégrer des modules éducatifs dans les services de microfinance. Et on s'attend à une meilleure allocation des ressources, à une réduction du surendettement et une amélioration du taux de réussite des projets. Donc, la microfinance, elle est plus efficace lorsqu'elle est combinée à l'apprentissage. Diversifier les produits financiers. Donc, actuellement, l'offre de la microfinance aux Comores est concentrée sur le microcrédit. Or, cette approche, elle est insuffisante. Donc, on doit diversifier pour de nouveaux produits tels que la microassurance, les produits d'épargne adaptés, les crédits à moyen et long terme, le financement de projets productifs plus structurés. Donc, pour passer d'un modèle de survie économique à un modèle de développement économique. Donc, une offre diversifiée permet de mieux répondre aux besoins réels de la population pour renforcer la résilience économique. Une amélioration du cadre institutionnel et réglementaire. Donc, actuellement, le secteur souffre de régulation insuffisante, supervision limitée, risque de mauvaise gestion. Donc, des réformes nécessaires pour renforcer les autorités de régulation, pour améliorer la transparence financière, pour mettre en place des systèmes de contrôle des risques, ce qui va permettre de stabiliser le secteur, de protéger les clients et d'attirer plus d'investisseurs. Donc, la microfinance efficace nécessite un écosystème institutionnel solide. Favoriser les partenariats et l'intégration économique. La microfinance ne peut pas agir isolément. Elle doit mener des partenariats avec l'État, une collaboration avec les organisations non gouvernementales et les institutions internationales, et aussi elle doit avoir une collaboration et des liens avec le secteur privé. Dans les objectifs de le financement de projets structurants, intégration des micro-entreprises dans les chaînes de valeur, et développement de clusters économiques ou bien de groupes économiques. Donc, pourquoi pas ne pas passer de l'agriculture simple vers donc, la transformation des produits agricoles ou bien des matières premières vierges issues de l'agriculture. Donc, on va les transformer, on doit les conditionner, on va les bien présenter dans des emballages beaux, élégants, afin par la suite de les vendre à l'extérieur, et c'est ça où on peut créer de la valeur. Donc, cela permet de dépasser le stade de la microactivité pour atteindre un véritable développement économique. Aussi, cibler des secteurs à fort potentiel. Donc, on ne peut pas cibler uniquement les secteurs ayant une marge faible. Les secteurs prioritaires sont l'agriculture modernisée, la pêche, l'artisanat, le tourisme local. Donc, vous voyez bien que ici, je parle des activités clés, les activités principales des îles Comores. Et ces activités-là sont vraiment créatrices de valeur si on sait exploiter ces activités-là, si on sait
vraiment créer de la valeur de ces activités-là. Donc, on peut s'attendre à une création de valeur, à une diversification économique et à une augmentation des exportations. Donc, pour améliorer l'efficacité de la microfinance aux Comores, il est nécessaire d'adopter une approche globale basée sur la digitalisation, sur l'éducation financière, sur la diversification des produits, sur le renforcement institutionnel et sur le partenariat économique. Donc, en définitive, la microfinance ne doit pas être perçue uniquement comme un outil d'accès au crédit, mais plutôt comme un levier stratégique de transformation économique. Au terme de cette analyse, donc, plusieurs enseignements majeurs peuvent être dégagés. Tout d'abord, la microfinance s'impose comme un outil central d'inclusion financière. Elle permet de répondre à une défaillance majeure des systèmes bancaires traditionnels en offrant des services financiers adaptés aux populations exclues. Dans le cas des Comores, son rôle est encore plus déterminant. Elle constitue le principal canal d'accès aux services financiers, notamment grâce à une forte implantation territoriale, à un modèle mutualiste proche de la population et à une capacité à financer des activités économiques de base. Sur le plan des impacts, la microfinance produit des effets réels et mesurables, une amélioration des revenus des ménages, un développement de l'auto-emploi et des micro-entreprises, une inclusion financière et une automatisation sociale, notamment pour les femmes. Cependant, ces effets restent limités et hétérogènes. Donc, la microfinance contribue davantage à la réduction de la pauvreté, mais de manière relative, plutôt qu'à une transformation structurelle de l'économie. Et parmi les contraintes qui freinent l'efficacité de la microfinance, on a dégagé la faible diversification des activités, le risque de surendettement, l'insuffisance de l'éducation financière, le cadre institutionnel qui n'est pas encore bien développé. Donc, comme on l'a déjà dit, la microfinance doit être intégrée dans une stratégie globale de développement. Donc, pour renforcer son impact pour les îles Comores, plusieurs leviers sont essentiels, tels que la digitalisation des services financiers, le développement de l'éducation financière, la diversification des produits offerts par les institutions de microfinance, l'intégration de la finance islamique et le renforcement du cadre réglementaire. Donc, en définitive, la microfinance ne change pas seulement l'accès à l'argent, elle change la capacité des individus à construire leur avenir, à condition qu'elle soit bien encadrée, bien utilisée et intégrée dans une vision de développement à long terme. Voilà, donc c'est avec cette idée-là que notre présentation pour aujourd'hui s'achève. J'espère que ce sujet, donc, il a été bénéfique pour vous et bien sûr, j'espère que ça va vous aider dans votre vie, que ce soit professionnelle ou bien personnelle. Je vous remercie pour votre présence et je vous remercie pour votre attention. Donc, à vous la parole, Mademoiselle Malek. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez, s'il vous plaît, soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Docteur Asma est à votre disposition. Toutes sortes de questions concernant le séminaire d'aujourd'hui, vous pouvez les poser soit en levant la main, soit en les écrivant sur le chat. Alors, quelqu'un est en train d'écrire. Allez, tout le monde, soyez pas timide. Voilà, nous avons Mohamed Hamida. Mohamed Hamida, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et puis, bon, ma question est la suivante.
Bon, après, tu viens de détailler en général sur le cas des îles Comores que bon, les jeunes n'ont pas accès aux microfinances, aux prêts pour s'en charger, pour sauver ou pour s'en charger du système financier du pays. Et que la microfinance, ça ne peut pas fonctionner jusqu'à l'aide encore de l'État. Mais dans cette situation, en tant que jeune Comorien qui veut penser à l'entrepreneuriat, quel conseil prévois-tu ou quelle méthode préconises-tu pour ce jeune Comorien? D'accord, je vous remercie donc pour votre question. Si j'ai bien compris votre question, donc vous interrogez sur Allô? comment, en tant que Est-ce que vous me un jeune. recevez? Oui, Allô? oui, j'ai bien entendu votre question. Allô? Oui, Docteur, vous pouvez répondre à la question de l'étudiant. Je pense qu'il y a d'accord. un problème de connexion chez lui. Allô? Allô? Ok. Alors, donc, essayez de m'écouter, Monsieur Mohamed. Donc, voilà, c'est ça le problème de ces jeunes diplômés qui peuvent avoir des idées de projets innovants, mais qui sont, on dit qu'ils sont exclus du système bancaire classique parce qu'ils demandent des garanties, ils demandent pas mal de paperasse, pas mal de procédures administratives qui n'est pas, dont le jeune ne peut pas offrir. D'accord? Donc, les institutions de microcrédit, c'est tout simplement, donc, moi, en tant que jeune, si j'ai un diplôme, je peux présenter mon diplôme, je peux présenter mon idée de projet et je me dirige vers une institution de microfinance pour leur demander leur aide, leur soutien, à la fois un soutien financier et un soutien aussi d'accompagnement, comme je l'ai déjà dit, parce que ces institutions-là, elles ont un rôle social et financier. Donc, elles accordent des crédits, mais elles peuvent accorder aussi des conseils, des accompagnements pour les jeunes pour qu'ils peuvent bien réussir leur projet. D'accord? J'espère que j'ai bien répondu à votre question, Monsieur Mohamed. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Nous avons Hassan Assoundi. Hassan, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je voulais juste demander la différence qu'il y a entre une institution de microfinance et un intermédiaire financier. D'accord, c'est une très bonne question. Donc, les institutions de microfinance, ce sont des institutions dont le rôle, c'est de donner des microcrédits pour les gens qui sont exclus du système bancaire classique. D'accord? Alors que les intermédiaires financiers, ce sont des sociétés ce sont des sociétés d'investissement sur les marchés financiers, sur les bourses. D'accord? Leur rôle, c'est de gérer le capital des gens qui ont un excédent de capital et qui veulent investir sur le marché boursier, qui veulent investir dans des titres financiers. D'accord? Donc, je vais vous donner un exemple. Moi, je suis quelqu'un qui a un capital et je veux acheter des titres en bourse. D'accord? Moi, en tant que ménage, je n'ai pas la possibilité d'accéder donc sur la bourse pour acheter ou bien pour vendre. Donc, je vais donner mon argent et je vais donner la responsabilité de gestion de mon argent pour un intermédiaire financier. Donc, ce dernier va m'acheter des actions ou bien d'autres produits financiers et
par la suite, il va me gérer mes fonds ou bien mon portefeuille sur le marché financier. Donc, il va jouer le rôle ou bien il va gérer mon portefeuille à ma place. D'accord? Bien sûr, via une commission ou bien des frais de gestion. D'accord? Donc, ce sont deux agents très différents. Les intermédiaires financiers opèrent sur les marchés financiers, alors que les institutions de microfinance, ce sont des institutions qui offrent des microcrédits ou bien des micro-assurances ou bien qui ouvrent des comptes d'épargne pour les ménages ayant pour de petites sommes d'argent. D'accord? Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Donc, on va passer vers les questions dispo sur le chat. Issa Ben Saïd Sharafin. Assalamu alaikum. Quand n'est-il de la situation de la digitalisation aux Comores? Comment peut-on utiliser la microfinance pour digitaliser le secteur agricole, agritech et fintech? Même chose pour la digitalisation de l'éducation. Alors, il s'agit de pas mal de questions. Alors, je vais essayer de le lire. Donc, la question, voilà. Qu'en est-il de la situation de la digitalisation aux Comores? Alors, pour cette première question, sincèrement, j'ai pas vraiment une réponse précise sur la situation de la digitalisation aux îles Comores. D'accord? Comment peut-on utiliser la microfinance pour digitaliser le secteur agricole? C'est pas ça. J'ai dit qu'on peut utiliser la digitalisation pour améliorer la situation des institutions de microfinance. D'accord? Donc, moi, je ne suis pas spécialiste dans le secteur agricole. C'est vrai qu'on peut digitaliser, on peut intégrer la robotisation dans dans le secteur agricole, ainsi de suite. Mais ce n'est pas notre problème maintenant. D'accord? Donc, j'ai parlé de l'intégration de la digitalisation au niveau des comptes, au niveau des services, pour améliorer et pour faciliter l'accès à des crédits ou bien l'accès aux institutions de microfinance pour les différents membres de la population comorienne. D'accord? Les fintech, la technologie financière, bon, la fintech, c'est un autre problème. D'accord? Même chose pour la digitalisation de l'éducation. Aujourd'hui, j'ai parlé de l'éducation financière. La digitalisation de l'éducation aussi, c'est un autre problème. Ce sont des gens qui sont spécialistes dans l'éducation qui vont ou bien qui peuvent parler de la digitalisation de l'éducation. Toutefois, pour l'éducation financière, je veux dire, ou bien, l'éducation financière signifie que on doit éduquer les jeunes à mieux exploiter, par exemple, leur capital, à mieux gérer leurs fonds, à comment rentabiliser leur épargne, bien sûr comment créer ou bien comment dresser un bilan, comment calculer un résultat, quelles sont les institutions, les différentes institutions financières et non financières qui existent dans les îles Comores. C'est ça ce que je veux dire par l'éducation financière. D'accord? Voilà, donc j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat.
OK, nous avons Catherine. Catherine, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Oui, bonsoir à tous. Allô, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, mademoiselle Catherine. Moi, je vais juste vous remercier parce qu'on avait un peu de lacunes sur les microfinances et autres. Voilà, vous nous avez quand même éclairci. Je voulais juste vous dire merci beaucoup, vraiment de tout cœur. Je vous en prie, donc je suis ravie d'entendre donc cette remarque-là, parce que je veux bien toujours présenter quelque chose qui soit vraiment utile pour le public, donc pour vous. Je vous en Super, prie. donc Super, donc pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Donc tout le monde, avez-vous des questions autres que Issa qui est en train d'écrire? Mohamed Hamadi, Soufouni, Hassan, Ahmed, Youssouf. Tout est clair? Vous n'avez pas de questions jusqu'à l'arrivée de votre collègue? Issa? Vous êtes sûr? Issa, vous pouvez parler si on peut vous donner le micro, l'accès au micro. Que je pense que Issa a une très très longue question. Oui, il faut se préparer à Voilà, enfin. il est arrivé. Est-ce que l'impact des diasporas, comoriens financièrement et ou économiquement aux Comores, est une meilleure solution vers l'émergence ou c'est plutôt l'entrepreneuriat? Est-ce que l'impact des diasporas comoriens, l'émergence, l'entrepreneuriat. Bon, l'émergence de quoi? Bon, pour l'entrepreneuriat, oui, on peut avoir un impact financier et économique. Bon, la finance et l'économie, la finance, c'est une branche de l'économie. Donc, si on a un développement économique, un développement financier nécessairement, ça va impacter positivement l'économie. Et l'entrepreneuriat représente un axe majeur pour développer l'économie. Donc, le capital est nécessaire, mais il est insuffisant. Et lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, aujourd'hui, on doit parler de l'innovation. Donc, pour faire réussir un nouveau projet, il faut vraiment une idée innovante, d'accord? Oui, donc ça représente une solution importante pour l'entrepreneuriat. Mais solution vers l'émergence de quoi? Veuillez clarifier, s'il vous plaît. Oui, il est en train d'écrire. Ah d'accord, l'émergence des Comores. Oui, c'est une ressource de revenus importante. Oui, mais il ne faut pas se limiter à cette source-là. Parce que à l'intérieur des îles Comores, il y a des richesses. On doit les exploiter, d'accord? Tout en utilisant les forces internes ou bien externes, la main-d'œuvre interne ou bien externe, les ressources internes ou bien externes, d'accord?
Donc, c'est une ressource importante. On peut l'exploiter, on peut l'utiliser pour l'émergence des projets agricoles ou bien artisanaux. L'idée de la microfinance, c'est qu'on ne doit exclure aucune branche de l'économie, aucune branche de la société. Les jeunes, les femmes, les agriculteurs, les commerçants, les entrepreneurs, les industriels, le tourisme. Donc, on doit exploiter tout le monde et tout le monde doit participer. On ne doit pas on doit pas avoir une économie ou bien une société dont des gens sont mal exploités ou bien ils ne trouvent pas, ils ne créent pas de la valeur. La microfinance, c'est ça son but. C'est que chacun peut créer de la valeur, peut créer de la richesse pour lui et pour autrui aussi. Comment les institutions de microfinance peuvent-elles accompagner efficacement les jeunes ne disposant pas de garantie financière? Et dans quelle mesure là peut-elle constituer un levier pour renforcer la performance et l'inclusion financière au sein de ces institutions? Alors, les institutions de microfinance intègrent des spécialistes, des gens, des spécialistes en entrepreneuriat, en finance, en économie. Donc, ils peuvent donner des conseils. Pourquoi pas aussi des entrepreneurs ou bien des experts et des gens qui ont vécu l'expérience dans certains domaines, qui peuvent aussi aider les jeunes qui n'ont pas encore l'expérience pour, bien sûr, les accompagner, pour leur donner les conseils nécessaires pour mener leur propre projet. Donc, la deuxième question, je n'ai pas compris dans quelle mesure là, continue, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-elle constituer un levier pour renforcer la performance et l'inclusion financière au sein de ces institutions? Si vous pouvez expliquer la deuxième branche de votre question, je n'ai pas bien assimilé. Donc, Soufouni El-Badawi, veuillez s'il vous plaît clarifier la deuxième branche de votre question. Donc, jusqu'à l'arrivée de votre camarade ou bien de votre collègue, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Ok, tout le monde, soyez pas timide. C'est le moment ou jamais. Ok, nous avons une question de Issa jusqu'à l'arrivée de la clarification de Soufouni. Est-il vraiment possible d'entreprendre concrètement aux Comores? Vous parlez des richesses du pays. Est-ce possible que le secteur privé exploite ses patrimoines en partenariat avec l'État comorien, ou le gouvernement comorien ne facilite pas ces genres de choses à l'instant? Alors, pour la première question, est-il vraiment possible d'entreprendre concrètement aux Comores? Oui. Il n'y a pas un pays où on ne peut pas entreprendre. Et les îles Comores, elle est riche en termes de secteur touristique, de secteur agricole. Donc, ce qui manque, bon, j'ai une idée générale et non pas précise, mais par exemple, le problème des pays émergents, c'est qu'ils sont en train d'exporter leurs produits agricoles dans l'état brut. Donc, il nous manque l'industrialisation, le conditionnement de nos produits agricoles. D'accord? Donc, si on peut ajouter cette partie, donc, au niveau de laquelle il existe vraiment la valeur ajoutée. Par exemple, la vanille. Les Comores produisent, elle est connue avec la vanille. Donc, pourquoi pas donc, exporter la vanille, non pas sous sa forme brute, mais
en apportant quelques modifications, un conditionnement, donc voilà, en faisant un petit marketing, marketing digital pour les produits de la vanille des îles Comores. Aussi le tourisme. Les îles Comores, elle est très riche en termes de nature, en termes de tradition, en termes de culture. Donc, il faut aussi penser à ces secteurs-là, sans entraver notre environnement. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment un tourisme green, un tourisme qui respecte notre spécificité, notre environnement, notre nature. Est-il possible que le secteur privé exploite ses patrimoines en partenariat avec l'État comorien? Pourquoi pas? C'est possible. Ou bien est-ce que le gouvernement comorien ne facilite pas ces genres de choses à l'instant? Bon, ça, je ne sais pas. Je suis pas connaisseur du domaine. Je n'ai pas une idée. Mais c'est possible que le secteur privé, bien sûr, fasse des partenariats avec le secteur public pour bien exploiter les patrimoines et les richesses naturelles ou bien culturelles d'un pays. Efficacement utilisé. Qu'est-ce que vous voulez dire par tantine? Quoi la tantine? Peut-elle améliorer la performance? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ok, veuillez s'il vous plaît clarifier de ce que vous voulez dire par tontine, Monsieur Soufmoni. Jusqu'à l'arrivée de la clarification de votre collègue, si vous avez des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire via le chat. Il permet à un groupe de personnes de cotiser régulièrement. Les fonds récoltés sont ensuite soit versés à membre. Ah, d'accord. Ah, d'accord, j'ai bien compris la tantine. En quoi la tantine peut-elle améliorer la performance d'une institution financière et comment peut-elle être efficacement utilisée? Ici, la tantine, c'est une forme de microfinance. D'accord? Comme je l'ai déjà maintenant vu, il s'agit d'un concept qui est utilisé en Afrique. Donc, plusieurs personnes font une collecte et à chaque fois, une de ce groupe-là va bénéficier de cette collecte-là. D'accord? Peut-elle améliorer la performance d'une institution financière? Si l'argent collecté va être exploité dans un projet rentable, elle peut améliorer, donc la tantine peut améliorer la performance de l'institution financière. Donc toujours la performance, elle est liée avec la rentabilité et avec la productivité du projet. D'accord? Comment peut-elle être efficacement utilisée? Comme je l'ai déjà dit, c'est en exploitant le capital collecté et les revenus collectés dans des projets rentables, dans des projets qui créent de la valeur. C'est comme ça qu'on va l'exploiter d'une manière efficace. Donc la tantine, c'est une forme de microfinance. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire via le chat. Ok, vous n'avez pas de questions, tout le monde? Tout est clair. Je pense que nous n'avons plus de questions et que tout est clair. À la fin du séminaire d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Alors, merci à vous, Malak, pour avoir modulé ce séminaire. Je remercie nos chers étudiants pour leur présence aujourd'hui et leur attention qu'ils ont menée à ce sujet-là. J'espère qu'ils ont bien bénéficié cet après-midi du sujet que j'ai présenté. Voilà, donc à la fin,
je vous remercie pour votre présence et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous avons un certificat de participation. Veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous verrons Inch'Allah dans de prochaines activités ou encore demain avec le séminaire des méthodes d'idéation et de sélection des projets innovants avec Dr Nadia Lavabidi, membre du corps professoral de l'Université Mitochen. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Au revoir. Au revoir, salam alaikum.